On est de retour pour le 4e épisode de Pitchside, le podcast qui vous rapproche du football féminin. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Fercoq, joueuse qui incarne parfaitement les défis et la réalité du football féminin en France. Elle a connu plusieurs clubs, elle a joué plus de 120 matchs en Arkema Première Ligue et aujourd'hui, elle est un pilier dans la défense de l'En Avant Guingamp. Dans cet épisode, on va parler de son parcours de l'Île-de-France à la Bretagne, mais aussi de la saison compliquée qui se passe du côté de Guingamp et surtout le défi du maintien. Et pour finir, on abordera l'évolution du football féminin ensemble. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à vous abonner aux réseaux sociaux de FF Carlas sur Instagram, TikTok et YouTube. Alors on va commencer maintenant. Hélène Fercoq pour Pitchside, c'est parti. Alors c'est parti pour les actualités. On connaît maintenant les demi-finales de Coupe de France, Le Havre, Paris FC et Saint-Etienne, Paris Saint-Germain. Est-ce que tu peux me donner tes pronos pour ces affiches? Je suis allée voir Le Havre Toulouse en plus. Il y a une semaine. Donc le Havre est fort, mais cette année le PFC est beaucoup trop fort. Pour moi, c'est la meilleure équipe du championnat avec Lyon. Donc je parierais sur le PFC d'un côté et bien sûr le PSG de l'autre, sans surprise. On s'en doutait. Moi aussi, je pense que je vais miser sur un petit Paris FC, Paris Saint-Germain. Et pourquoi pas un petit Paris FC gagnant de cette Coupe de France? Et on en parle pas mal dans notre vestiaire parce que franchement, on les a affrontés et pour nous, c'était vraiment l'équipe la plus complète. Elles ont un collectif tellement fort et puissant que pour moi, c'est la meilleure équipe du championnat. Ouais, puis elles montent bien en gamme là depuis ces 2 dernières années. En fait, l'équipe est toujours la même. À chaque fois, Soubera rajoute 1 ou 2 filles à chaque mercato, mais globalement, l'ossature est la même, la colonne vertébrale ne change pas. Et c'est ce qui fait leur force. Et vraiment, elles sont très fortes depuis 2-3 ans. Ouais, c'est vraiment impressionnant à voir. Et ensuite, je sais pas si t'as vu, aujourd'hui, on a Adidas qui a révélé quelques maillots pour l'Euro féminin. Et j'aimerais qu'on les passe un petit peu en revue et que tu nous donnes un peu tes notes pour ces maillots. Donc, l'Allemagne, tu en penses quoi, toi? Moi, j'aime beaucoup, des couleurs un peu féminines aussi. Maillot assez classique, mais ça change un peu des couleurs un peu traditionnelles. Mais le rose pour les filles, moi j'aime bien, ça envoie et ça fait plaisir d'avoir des maillots ultra féminins, donc moi je valide. Et tu donnerais combien sur 10? Je mets un beau 8. Ok, moi tu vois, je suis pas très fan des traits là, un peu dans tous les sens, j'ai un peu du mal à... Ah ouais? Ouais, je suis pas fan. Ça fait un peu design quoi. Sympas, mais ouais, les traits, je trouve, c'est un peu... Bah tu sais, on sait pas où ça va, on sait pas si ça... Enfin, je sais pas. Mais peut-être ça veut dire quelque chose, hein. Il y a une signification, après je le sais pas, mais je pense qu'il y a une signification, je les verrais mal faire ça comme ça au hasard, tu vois. Ouais. Bon, bah, écoute, un petit 8, c'est très bien. Et toi, tu mets combien? Franchement, je suis pas fan, hein, je mets un 4. Hein. Ok, ça marche. Ouais, je suis... À part la couleur qui est sympa, j'ai vraiment... Enfin, tu vois, je me verrais pas le porter ou pas l'acheter, quoi. Ok. Ensuite, Belgique, full jaune. Full jaune. J'ai ma grande amie belge, Lisa Lichfus, qui est la gardienne du Havre et qui était à Dijon avec moi, donc j'ai des habits de la Belgique dans mon armoire, tu vois. Je valide à 100%. C'est mieux que la collection Tintin qu'ils avaient sorti il y a 1 an, je crois. Et ça change. Tu te rappelles la collection Tintin, là, le bleu? Ouais, avec celui avec le col, non? Ouais, ils avaient sorti des chaussettes un peu bizarres. Mais en vrai, ça change beaucoup, moi j'aime bien. Ça fait un peu maillot d'arbitre. Je mets un peu moins quand même, je mets 6,5. Écosse. Oh waouh. Ouais. Ils ont cassé les codes sur les couleurs un peu traditionnelles sur les équipes nationales. Ouais. Mais c'est artistique. Mais je mets pas beaucoup, hein. Je mets un 6,5 aussi. Ah ouais, putain, moi j'aurais mis plus bas. Hein. Ah ouais? Franchement, je trouve que ça a aucun sens. Rose et jaune comme ça, les traits dans tous les sens. On dirait un chewing-gum, le truc. J'ai vraiment du mal. Un malabar, tu te rappelles les malabars? Oui, je te jure. Non, c'est vrai. Mais après, faut pas... Enfin, pour une fois qu'ils font un peu des couleurs un peu féminines, etc., qui sortent de l'original, qui font l'effort de faire des maillots de femmes aussi. Ouais. Non, ça c'est recherché. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pour l'Écosse, tu vois. L'Écosse, c'est pas le bleu, quoi. C'est pas le bleu, ouais. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, ils ont... Mais c'est original. Ce sont les maillots domicile, enfin, ce sont les premiers maillots? Non, ça c'est que les extérieurs. Ouais, ok, c'est normal. Donc ils vont sortir un maillot un peu plus classique. Ouais. Ouais, ça me choque pas. Ça me choque pas. Ok. Même je trouve que c'est lourd, tu sais. Bon, après, au moins tu reconnais les joueurs sur le terrain, ça t'es sûr de pas les confondre avec les autres. Mais... Non, mais tu mets combien du coup? Moins? Beaucoup moins? Je pense un 5, hein. Ok. Je pense. Ok, pas cool. Là, par contre, l'Espagne. Validé. Ah ouais. Très validé. Ouais, c'est validé. Waouh. C'est le plus beau pour l'instant. Je trouve que franchement, les couleurs s'allient vraiment bien et c'est vraiment masterclass pour le coup. Et il n'y a pas des bandes qui partent dans tous les sens. Donc non, ça a l'air beau neuf. Hein. C'est un beau neuf, ça. Ah ouais, c'est un beau neuf. Ça, je suis entièrement joué. L'Irlande du Nord.
Ouais, plus simple, plus Euh, épuré. Je mets je sais pas trop à quoi correspondent les espèces de branches, ouais, les tunnels, je trucs. sais pas quoi. Je mets un petit 7, Ouais, pareil. 7-8, c'est large. c'est le tarif. L'Italie. Pas Waouh, mal, l'Italie. validé énormément. Je Ouais. l'avais pas vu celui-là. Et celui-là, Ouais, le vert aussi. je mets un beau neuf, un peu comme l'Espagne, parce que très sympa. Ouais, non, franchement, le vert comme ça, puis j'aime trop, moi, quand le logo, il est sous le logo Adidas, quoi, qu'il est pas sur le cœur, je trouve que ça change, et c'est vraiment, enfin, je Ouais, trouve que ça fait une différence de ouf. qui sont alignés les deux. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, J'aime beaucoup le ouais, ça neuf, aussi. un beau neuf. Pays de Galles. Ok, épuré. On Ouais. est dans la même lignée, mais un peu classique, donc 8. Ouais, je pense qu'il le vaut. Franchement, c'est très simple, en même temps, il passe vraiment crème. Ouais. Et pour finir, la Suède. Classique. J'aime beaucoup. Hmm. Couleur classique, simple mais efficace. Je mets un 9 aussi, parce que franchement, il est cool. Ah ouais. Ouais. Tu mets pas 9 toi? C'est un peu haut pour toi. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est les vagues là sur le côté qui. Je me dis, tu vois, full bleu comme ça, juste avec les traits jaunes, ça aurait été magnifique. Mais ces espèces de vagues, c'est vrai que. Mais je pense Mais qu'un petit 8, tu vois, ça se défend. Parce qu'il est vrai. Franchement, il est classe. parce que je pense que je vois un peu leur gamme. Je pense qu'il y aura un rappel sur le short avec la vague jaune. Je pense que Ouais, ça va tomber, donc je pense que ça va bien tomber. Mais je pense que ouais. l'Espagne, ça restera le meilleur maillot que tu m'as montré. Espagne, ouais, Espagne, même Italie, franchement, le vert comme Ouais, ça. c'est vrai. Pas mal. Fini avec les actualités, on va passer un petit peu à toi. Est-ce que Ouais. tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr, je m'appelle Hélène Fercoq. Je suis originaire de la région parisienne. Je Mhm. suis née à Paris et j'ai grandi dans le 94. J'ai commencé le foot à 8 ans dans un petit club chez les garçons dans le 94 à Villiers-sur-Marne. Ensuite, je suis rentrée à l'INF Clairefontaine à 14 ans. Passé aussi par l'INSEP, on a déménagé entre-temps. J'ai joué au Stade de Reims, au FC Metz, à Mhm. Dijon. Et là, j'attaque ma 7e année en D1 à Guingamp. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier souvenir dans le football? Ça peut être avec les garçons, ça peut être toi en train de regarder un match à 6 ans, ça peut être toi au bord d'un stade avec tes parents quand t'avais 4 ans, et ton premier souvenir professionnel. Mon premier souvenir quand j'étais petite, ça restera finale de la Coupe du Monde quand la France perd face à l'Italie. Le Ok. coup de boule, la panelka, etc. J'avais quoi? J'avais 8 ans, je crois. J'étais chez ma grand-mère avec mon frère et je me rappelle, j'ai pleuré, donc c'est mon premier vrai souvenir. Et Ok. je ne jouais pas encore au foot, j'allais jouer au foot. Ok. Donc c'était vraiment mon premier gros souvenir. Et puis 98, j'étais pas encore née, donc j'ai pas connu. Et Mm. chez les pros, je dirais la Coupe du Monde à Vannes en France, U20, Ok. où match d'ouverture, et je marque un but et j'ai toute ma famille dans le stade et c'est la Trop bien. première fois que je jouais devant autant de monde, pardon. Donc c'est mon plus beau souvenir. Trop bien. Ouais. Ça te dit quoi de. Tu sais, genre, t'as 20 ans, tu rentres dans un stade qui est peut-être pas en plein, mais où il y a quand même beaucoup de monde, tu marques. Et tu sais, c'est quoi ta première impression quand tu rentres dans le stade et que tu vois tout ce monde? En fait, à l'échauffement, on se rendait pas forcément compte. Il y avait Mm. 8000 personnes, mais le stade Ok. c'est le stade de la Rabine, donc assez petit, c'est un stade de rugby. Donc tu te rends Mhm. pas compte en fait qu'il y a du monde et Ok. tu repars au vestiaire après l'échauffement et il y a pas beaucoup de monde, mais quand tu ressors et que et t'as l'hymne, enfin, que t'as la Marseillaise, c'est là que réellement tu te rends compte, et quand limite tout le monde chante a cappella et t'entends qu'une seule voix, bah ça fout la frisson et ça fout un Ouais. bon coup de stress en vrai. Ouais, tu m'étonnes. Et après, je calcule plus trop l'ambiance. Et par contre, quand je marque et que je vois tous les drapeaux français et que je repère ma famille dans le tribune, là, beaucoup d'émotions, forcément. Mais en vrai, quand t'es sur le terrain, tu calcules pas trop l'ambiance, les cris, etc. Tu fais abstraction. T'arrives à vraiment faire abstraction et plus entendre, ça serait vrai. C'est une question que je me pose et je me dis, mais est-ce que t'arrives à, tu sais, à plus entendre du tout alors que t'es sur le terrain, les gens ils sont pas forcément très loin de toi, t'arrives à vraiment. Je pense que c'est parce qu'il y avait 8000 personnes, donc tu fais pas. C'est beaucoup, mais comparé à certaines joueuses qui ont joué devant 60, 70, 80, je pense que c'est autre chose. Surtout que là, Oui. on n'était pas en terre hostile, on était vraiment chez nous, donc les gens Oui. il n'y avait pas de. Enfin, Oui. on n'était pas hués, tu vois, Mm, donc c'était vraiment good vibes. C'était beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes âgées ou des mm. Ouais. familles. Donc Mm. franchement, c'était que du positif et moi j'ai vraiment réussi à faire abstraction, ça m'a pas perturbé. Et quand tu signes ton premier contrat pro avec Metz, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu sais, il y a un certain soulagement de te dire, ah ben j'ai réussi, maintenant je suis pro, je pensais que peut-être quand j'étais plus jeune, une femme ne pouvait pas jouer au football, ne pouvait pas signer pro. Est-ce que tu sais, il y a un certain soulagement de se dire, je l'ai fait? En vrai, même pas. Ah ouais? Même pas parce que quand j'étais petite, je pensais pas. Enfin, c'était pas un objectif parce que c'était pas. Pour moi, les filles ne pouvaient pas être pro, ça pouvait pas Mm. être un métier. Ok. Et ça m'est tombé dessus un peu comme ça, même quand je rentre à Clairefontaine.
au Pôle France, c'est un truc de fou pour les joueuses, tu vois, et je me rendais pas compte. Donc en fait, les choses sont arrivées, j'ai eu des opportunités, je les ai saisies, mais c'était pas un objectif, c'était pas un objectif primaire pour moi d'être footballeuse pro. Et vu que j'avais encore l'école à côté, ben, je me rendais pas forcément compte de la chance que j'avais à 19 ans de signer mon premier contrat pro. Donc ouais, toi dans ta tête, tu te disais pas un jour je vais finir pro, tu joues au foot pour jouer pour... Exactement. Ok, ah ouais, Ouais, ok. franchement, c'était pas. Ma génération, on n'a pas été bercé avec des filles qui étaient pros, des filles qui gagnaient de l'argent, des filles qui étaient médiatisées. Enfin, je vais avoir 27 ans, donc il n'y avait pas tout ça, tu vois. C'est pas comme les jeunes du vestiaire à Guingamp, par exemple. Leur objectif, c'est de signer pro, ou d'avoir un contrat, ou d'être aidé par le club. Moi, à mon époque, c'était pas du tout ça, et peut-être que 10 ans plus tard, j'aurais la même philosophie que les jeunes, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Et justement, quand tu démarres, enfin, quand t'arrives dans le monde pro, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, ah ouais, là, je suis dans le monde pro, il va falloir que je fasse enfin, que je me restreigne, il va falloir que j'adapte mon alimentation, il va falloir que j'adapte mon quotidien pour tout faire pour réussir et ouais, te rendre compte que t'es vraiment dans le milieu professionnel pour le coup? Je pense que c'est arrivé quand je suis rentrée à Clerf, parce qu'à Clairefontaine, surtout que mes générations au-dessus et en dessous, c'est de la folie, hein. Je m'entraîne avec Katoto, avec Gueyoro, avec les sœurs Cascarino, les Almeida, enfin c'est vraiment toutes les filles qui sont en équipe de France, quasiment j'ai joué avec, tu vois, génération 98, 97, 96. Ok. Donc, et puis je me retrouve à beaucoup plus m'entraîner. Chez les garçons, quand j'étais plus jeune, je m'entraînais 2-3 fois par semaine. Là, on s'entraîne 5, 6, 7, 8 fois. Donc en termes d'hydratation, d'alimentation, de sommeil, tout a changé. Mais au final, on était ultra accompagnés au Pôle France. Donc on m'a beaucoup aidé, on m'a beaucoup guidé et ça s'est fait assez naturellement. Et est-ce qu'il y a un moment en étant plus jeune où tu sais, qui t'a marqué dans le football féminin, je sais pas, un match que t'as réussi à voir miraculeusement quand c'était diffusé? Ouais, ton premier souvenir dans le football féminin? C'était les JO de Londres, je crois, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc 2012. Ouais, c'est ça. Donc j'ai 14 ans. Et c'est la génération Chiles, Soubéran, Elodie Tomis, Nessib, etc. Et c'est les années qui sont un peu cruelles, un peu comme avant, si je dis pas de bêtises, ou à l'Euro en Allemagne. Enfin, j'ai des souvenirs en fait où à chaque fois elles échouent au pied du podium, ou un peu comme maintenant, même si maintenant elles sont éliminées encore avant. Mais cette époque de Chiné, de Nessib, de Soubéran, de Renard, de Tomis, c'était vraiment le Graal. Et je me rappelle les voir échouer et être triste pour elles, et sans savoir que j'allais les affronter quelques années plus tard, quoi. Ouais, ça devait être fou quand même de te dire, tu regardais ces femmes à la télé et quelques années plus tard, tu les retrouves sur le terrain en face de toi et tu te dis, ah ouais. Est-ce qu'il y a une sorte d'idolâtration? Ben en vrai, enfin un petit peu pour certaines joueuses, mais moi ce qui me fascinait, c'était sur mes premières années, enfin surtout ma première année en D1, c'est quand j'arrive face à Lyon et que je me retrouve face à Egerberg ou face à Renard, qu'on me dit, bah Hélène, t'es grande, tu vas prendre Renard à la tête. Ouais, mais en fait, voilà quoi. Mais en vrai, non. Mais c'est plus mes premières années en D1 quand j'ai commencé à jouer contre le PSG ou Lyon, où c'est un peu intimidant les 2-3 premiers matchs quand tu les affrontes, quoi. Ouais, après ça devient un peu une habitude entre guillemets, quoi. Oui, et puis tu grandis, puis tu prends du recul, puis parfois tu as de la chance via des amis de les côtoyer en dehors ou de les rencontrer en dehors, donc tu les vois plus de la même manière. Et puis après, ce sont tes adversaires, donc c'est comme les gars quand ils affrontent Messi, c'est la vie, quoi. Tu l'affrontes et puis c'est tout, quoi. Et jusqu'à présent, est-ce que tu as 3 moments clés dans ta carrière? Ça peut démarrer de quand tu étais enfant à un peu plus tard, 3 moments clés qui t'ont marqué? Mon premier moment clé, c'est quand je demande à mes parents à jouer au foot, qu'au début ils me refusent cette option et qu'ils me disent non, bah c'est pas un sport pour les filles. Et qu'au final je force, et que le président de mon club chez les garçons à l'époque me fait venir et m'a suivi tout le long. Et ça a été vraiment hyper important parce qu'à l'époque mes parents suivaient pas trop le foot, notamment le football féminin, et lui il m'a hyper aidé. Et puis ensuite mon deuxième moment, je pense, c'est quand je suis repérée pour rentrer à Clairefontaine. Et mon troisième moment, je dirais mes premières sélections en équipe de France chez les jeunes, où c'était des très beaux souvenirs. Et quand on te contacte pour rentrer à Clairefontaine, t'avais quel âge à peu près? J'avais 14 ans. Et ça se passe comment? C'est quoi? C'est des recruteurs qui sont au bord des terrains quand tu joues avec tes clubs, enfin avec ton club et... Bah, c'est un peu plus complexe que ça parce que c'est un système de sélection départementale, puis régionale, puis nationale. Donc là, c'est un concours qui se passe sur 1 an, voire 2 ans selon les générations. Okay. Et à la base, on est plusieurs milliers et au final, on rentre, on est 8. Hein. Donc c'est un concours qui se passe dans toute la France en fait.
Et ouais, c'est ça, tu commences dans ton département, puis ta région, donc moi l'Île-de-France. Et après, Ok. tu étais confronté à toutes les régions de France, quoi. Tu passes de 1000 à 8, quoi, c'est ok. Ouais, c'est Bah ça, écoute, c'est c'est ça. waouh! Ah ouais, c'est pas. Purée, je pensais pas du tout, je pensais que c'était le recruteur en mode qui vient te chercher un peu au bord du terrain et qui après te permet de rentrer à droite à gauche, mais ok, c'est beaucoup plus Bah ça, complexe que ça. c'est le cas pour les clubs, mais vu que là, c'est une structure fédérale, enfin de la FFF, ça se passe un peu Ouais. différemment, quoi. Mais sinon, le principe est un peu le même, hein. Et donc ça se passe comment après quand t'es là-bas? C'est quoi? C'est une sorte de dortoir avec plusieurs filles et c'est quoi? Vous vivez là-bas la semaine et vous rentrez chez vous le week-end? Ouais, c'est ça. En fait, on est à l'internat, donc c'est 3 générations, seconde, première, terminale. À l'époque, c'était ça, maintenant c'est quatrième, troisième, mais le principe est le même. Et tu es là-bas du dimanche soir au vendredi après-midi, et le samedi et le dimanche, tu rentres pas chez toi, mais tu rentres dans ton club, puisque tu t'es rattaché à un club et tu joues le week-end dans ton club. Moi, j'étais à la Mhm. VGA Saint-Maur et au Stade de Reims sur mes 3 années. Ah oui, donc en fait, dès le plus jeune âge, t'es vraiment plongé Oui, dans ce milieu-là et t'es un peu. Enfin, t'es dans ton truc, quoi. T'es coupé un peu du monde extérieur, quoi. ouais, c'est ça. Et puis même les cours, quand on était à Clairefontaine, les cours étaient dans un lycée un peu lambda, donc on se retrouvait dans une classe avec des élèves normaux. Mais par Mhm. contre, quand on était à l'INSEP, c'est les profs qui venaient à l'INSEP, Ok, donc c'est à Vincennes, juste à côté de Paris. Et là, les ok. profs se déplacent et on est vraiment contre nous, contre sportifs. Tous les sports confondus, bien sûr, là, il n'y a pas que du foot. Et donc là, Mhm. on est enfermé et on n'est plus trop on n'est plus trop avec les élèves normaux. Et c'est vrai que c'est complètement différent de Clairefontaine, quoi. Et tout à l'heure, tu l'as dit, donc maintenant, enfin, cette année, t'es arrivé à Dijon, à Guingamp après 4 saisons justement à Dijon. Ouais. Et tu l'as dit dans une interview auprès de la fédération, je crois que t'es arrivé grâce au discours du coach, au projet. Je pense qu'il était bien différent de la situation actuelle, Ouais. mais, euh, mais c'était quoi du coup le projet de base quand il te passe un coup de fil et qu'il te dit bah on te veut à Guingamp? En fait, au moment où il m'appelle, moi, je sais pas encore que je vais quitter Dijon. J'ai des envies de partir, mais rien n'est décidé dans ma tête. Ok. Et en fait, 4 ans à Dijon, j'avais l'habitude de tout. J'étais un Mhm. peu dans ma zone de confort. Bon là, je suis bien sortie de ma zone de confort en signant ici. Et le coach m'appelle et lui, il prône un football de possession où tu ressors la balle. Et moi, je suis Mhm. défenseur central. J'étais milieu avant, mais maintenant, je suis passée en défense centrale. Ouais. Et ressortir le ballon, toucher plein de ballons, organiser le jeu, prendre des risques avec le ballon, bah ça m'intéressait. Et à Dijon, Ouais. on était un jeu qui était beaucoup plus basé sur la transition, avec des Ok. filles qui allaient vite devant. Donc on Ouais. construisait un peu moins, d'ailleurs c'est toujours leur jeu cette année. Et donc Mhm. ça m'intéressait beaucoup de me retrouver dans une équipe où j'allais apprendre tactiquement parce il faudrait gérer les transitions. Et donc voilà, et puis même humainement, je me suis retrouvée dans son discours et enfin, j'avais le sentiment d'avoir les mêmes valeurs que lui, ce qui est le cas en Ouais. vrai. Donc voilà. Et puis il y avait aussi l'entraîneur des gardiens de Guingamp qui était au préalable à Dijon avec moi, que je connaissais assez bien et qui gérait l'aspect défensif. Donc je savais Ok. qu'avec lui, j'allais vraiment pouvoir progresser parce qu'il gère les gardiennes, mais aussi la ligne défensive. Donc voilà, beaucoup de choses qui ont fait que j'ai bougé, quoi. Et justement, Jérôme Bonnet, il parlait un peu de ton impact, enfin de ton leadership, et c'est notamment pour ça qu'il t'a recruté. Comment t'arrives, parce que t'es une des plus expérimentées dans le vestiaire, vous êtes une des équipes les plus jeunes du championnat, comment t'arrives justement à t'imposer en tant que leader, à marquer un peu le coup, surtout avec ton expérience, et surtout dans des moments comme ça? Ouais, là c'est une année un peu compliquée. J'ai jamais vécu une année comme ça, tu vois. Ouais. Mais au final, je m'impose pas parce que vu qu'il y a très peu de filles qui ont de l'expérience, je crois Ouais. on n'est que 2 ou 3 à avoir plus de 50 matchs en D1. 50 matchs au final, c'est pas grand chose, c'est quoi, 2 saisons Mm. et demie. Donc, euh, donc en fait, je m'impose pas parce que c'est la logique des choses. On a un vestiaire qui est ultra jeune, donc qui écoute un peu plus Ouais. les anciennes. Le fait que je joue beaucoup, bah, ça me donne un peu du crédit aussi. Et voilà, après, je fais ce que je peux, même si c'est dur et Ouais. que c'est une expérience qui est nouvelle, avec un rôle Mm. complètement nouveau qui me change de ce que j'avais à Dijon. Et au final, bah, je suis pas venue pour ça à la base comme projet, mais je m'y retrouve parce que j'apprends énormément sur moi-même. Mm. Donc voilà, c'est compliqué, mais j'essaye de, Ouais. ouais, de garder le positif, quoi. Et justement, enfin, t'as 26 ans, t'es une des joueuses les plus expérimentées. Et, enfin, du moins, oui, oui, non, t'es une des joueuses les plus expérimentées. Comment t'as vu évoluer le championnat français depuis ces dernières années? Parce que tu es maintenant depuis, enfin, t'es en D1 depuis 2018 maintenant. Ouais.
C'est ma 7e Et année. Et ouais. en vrai, si je te disais que je voyais du changement, bah, ça serait te mentir. Ouais. Ça serait te mentir. Il y a pas plus de com. Enfin, il y a un peu plus de com dans les clubs, mais c'est parce que la Fédé l'a imposé. Mais on a toujours, enfin, même sur le plan médical, ça a pas réellement évolué, tu vois. On n'a toujours pas de doc attitré, on a des kinés qui sont là à mi-temps. En vrai, le staff fait ce qu'il peut, mais on ne donne pas les moyens dans les clubs, notamment dans les petits clubs. Je te parle pas des clubs tout en haut, mais Oui. de mettre les choses en place et de nous mettre dans les meilleures conditions. Et c'est pareil pour la com, c'est pareil pour la médiatisation, Ouais. c'est pareil pour l'affluence dans les stades. En vrai, en 7 ans, c'est pareil pour les salaires également. Je n'ai vu aucune amélioration. C'est Et triste, malgré mais ouais, bah, de toute façon, c'est le constat qu'on fait tous, hein, ouais, malgré bien sûr. la création de la ligue là cette année, c'était cool. On voyait un projet de ouf arriver, une professionnalisation, mais quand tu vois que vous avez toujours pas de convention ou de choses comme ça, quoi, Ouais, et c'est- puis je pense que la Fédé met énormément d'argent, mais ça ne se voit pas encore. Et les échos qu'on a, c'est qu'ils mettent beaucoup d'argent, et c'est vrai, Mm. mais il y a tellement de choses à changer. Ouais, Il faut commencer par les mentalités, et ça, tu le changes pas c'est en ça, 5-10 ans, ça se fait sur c'est des ça, générations et des générations. Mais et exact. puis quand t'es joueuse en France et que tu vois ce qui se passe à l'étranger, tu te dis mais pourquoi je reste quoi? Et c'est ce que font les internationales du PSG et de Lyon, elles vont toutes partir Mm. et je pense que cet été il va y avoir une vague de départ immense encore. C'est Mhm. que limite je pense qu'elles préfèrent gagner moins d'argent mais être dans des pays où tu vas jouer devant 20, 30, 40 000 personnes. Il y a encore le derby du nord de Londres Ouais, ce ce week-end, week-end. Enfin, avec Arsenal enfin c'est de la folie. Quand t'es ouais. Ouais, joueuse, tu veux ça, quoi, même si tu gagnes moins d'argent ou je sais pas. Enfin, c'est ça, c'est ça. c'est clair. Et justement, je sais pas si t'avais vu, mais il y a un article l'autre jour de l'équipe qui est sorti où c'est un agent qui disait, c'était l'agent de Kelly Gago qui disait, je connais beaucoup d'internationales ou de joueuses françaises qui veulent en fait partir, qui veulent avoir des opportunités à l'étranger parce qu'en France ça n'avance pas, ça ne change pas. Alors que oui, on le sait, la Fédé investit, la Fédé, et je pense que c'est juste qu'on est peut-être pas assez patient quand on voit ce qui se passe à l'étranger. Et en même temps, ça peut être entendable aussi quand on est fan et qu'on voit que l'Angleterre se développe comme des fous et nous on avait une longueur d'avance il y a peut-être quelques années et aujourd'hui on s'est fait rattraper par quasiment tout le monde. Bon bah on a un manque de patience qui est là, mais c'est vrai que ouais il disait bah toutes les joueuses françaises que je connais souhaitent partir à l'étranger parce qu'il y a plus d'opportunités. Ouais. Mais en fait Et il a raison, hein. Et il a raison Mm. quand tu vois qu'Amandine préfère aller au Mexique Ouais. que revenir en France. Enfin, Mm. c'est un truc de fou. Et c'est vrai, Ouais. et nous, les échos qu'on a aussi, c'est que cet été, il y aura vraiment une vague de départ avec des choses hyper importantes pour notre championnat et pour l'équipe de France qui vont partir Ouais. parce qu'elles vont trouver mieux ailleurs en termes de médiatisation, de com, de mise en avant. Mm. Ah mais c'est D'affluence, ce que recherche la joueuse ou le joueur, quoi. Donc c'est logique. Et cet agent, je pense qu'il a totalement raison. de toute façon, il faut s'y attendre. On sait que ça va pas faire du bien à la ligue qui est en train de se professionnaliser. D'un autre côté, c'est cool parce qu'on a quand même des arrivées. Tu vois, on a eu au PSG Crystal Dune, on a F. Périssé qui est revenu en France. C'est trop cool. Tarsiane qui signe à l'ON, c'est trop cool. Mais c'est toujours les gros clubs parce que ben, on sait tous ceux qui ont le plus de moyens. Mais d'un côté, tu te dis, bah c'est cool parce que ces joueuses arrivent en France, donc ça va apporter un peu plus de visibilité. Tu te dis que t'as quand même des championnes du monde qui sont en France. Mais d'un autre, bah, au mercato prochain, bah, tout le monde va partir parce que bah, on n'arrive pas à faire un championnat purement concurrentiel et quitte à perdre, comme tu dis, quitte à perdre un peu, mais aller jouer devant des stades complets, bah, la question se pose pas, Je quoi. pense que la Fédé, ils ont mis les moyens trop tard. On a eu la Coupe du Monde Mm. 2019 en France Mm. et on n'a pas surfé du tout sur la vague. On n'a rien fait. Hormis Mm. avoir Canal Plus qui est arrivé en 2018 et Mm. qui a diffusé nos matchs, sans parler des conditions bien sûr, mais Ouais. parce que les matchs sont filmés de manière catastrophique parfois. Mais on n'a pas surfé sur la vague, alors que quand tu vois ce qu'a fait l'Angleterre, même si c'est autre chose, parce que la culture du football là-bas Oui. est complètement différente. Même en deuxième ou Mm. troisième div chez les gars, tu vas jouer devant 20 ou 30 000 personnes. En Ouais. France, en Ligue 2, t'as 3, 5, 6, 10 000, tu vois, max. Ouais. Donc c'est pas pareil. Mais malgré tout, en France, il nous manque encore quelque chose et je sais pas. Je me demande si le problème n'est pas sociétal, tu vois. C'est exactement Je, ce que disait je, André je- Hernandez quand on parlait de ça. pour moi c'est sociétal et ce n'est pas qu'une question Mm. d'argent ni qu'une question de Mm. se donner les moyens, que ça soit le gouvernement ou la Fédé. Je pense que ça va bien au-delà. Bah, de toute façon, quand on voit déjà comment le football masculin vit en France, c'est compliqué. Ouais. Après, le football féminin, forcément, il trinque, hein, comme dans toutes les ligues. Hein. Mais c'est décevant parce que tu te dis, ouais, en 2019, on a la Coupe du Monde, on peut surfer dessus, on a les meilleures joueuses du monde qui sont sur notre territoire, on peut surfer, mais
alors qu'on avait de l'avance sur tous les autres championnats. Mais là, on tu a te dis, tellement de retard, même sur des championnats un peu mineurs, enfin, qui étaient mineurs dans le football féminin. Enfin, on a pris tellement de retard. Je sais même pas. Enfin, t'as plus vraiment des gros noms qui viennent chez nous, tu vois. T'as plus mm, des. Enfin, je sais pas. C'est ouais. triste, hein, mais je pense que le problème est vraiment sociétal. On espère que ça changera quand même un peu pour vous, parce que c'est vrai que bah, c'est quand même décevant de quand tu vois que bah, ça brasse pas de monde, ou que bah, tu galères et que tu... Bon, Ouais, non, écoute, c'est triste. c'est comme ça. De toute Ouais, façon, on refera pas la société maintenant. non. Et en parallèle de ta carrière, t'as fait des études, je sais pas si tu es encore en études. Je suis sur la fin, là, enfin. C'est sur la fin. Enfin, donc oui, du coup, tu prépares un master dans la comptabilité et la gestion. En quoi c'est important pour toi de continuer ces études et de persévérer à côté du foot? À la base, quand j'ai commencé à poursuivre après le bac, bon, déjà, ça me paraissait logique, et j'avais mes parents derrière moi, notamment pour mon Mhm. BTS. Ouais. Et puis, en fait, je me suis rendu compte, j'étais à Reims à l'époque en D2, que ça m'apportait Mhm. réellement un équilibre. Ok. C'était vraiment réel, parce que au moins, quand je perdais, bah, après les matchs, je me mettais la tête dans mes bouquins, et voilà, c'était un Mm. échappatoire. Et, Ouais. et à Metz, quand j'arrive et que je signe mon contrat pro, et que j'en vis très Mhm. bien, donc je pourrais arrêter les études et tout. Et au final, de moi-même, j'ai poursuivi parce que ça m'intéressait. Donc j'ai fait ma licence Ok. là-bas. Et à Dijon, j'ai fait mon master, donc au lieu de le faire sur 2, je l'ai fait sur 4. Et Ouais. là, j'ai tout fini, il me reste juste un stage à faire en cabinet d'expertise Ok. comptable. Mais c'est très compliqué avec le foot à côté. Ce que j'allais Parce dire, que ouais. quand je dois faire 39 heures dans un cabinet par semaine, alors que je m'entraîne 6 fois ou 7 fois et que je pars à l'autre bout de la France le week-end, c'est compliqué. Donc je sais pas trop encore comment je vais faire sur les prochains mois ou années avec ce stage, mais il va falloir que je le boucle assez vite. Et puis Ouais. après, j'aimerais passer le diplôme d'expertise comptable. Mais donc là, c'est faire une thèse, donc passer de bac plus 5 à bac plus 8. Et ça, c'est bien sûr, c'est quand j'aurai arrêté le foot, et ça sera un peu plus tard. Ok. Ah ouais, t'es motivé Ouais, à bah je pousser suis lancée, donc vraiment. autant aller au bout, hein. Ça m'intéresse, Ah hein. oui. C'est proche de ce que j'aime faire, donc voilà. Bah écoute, on te souhaite toute la réussite Ouais, c'est possible. gentil. T'as déjà enchaîné, du coup, au lieu de le faire en 2 ans, tu l'as fait en 4 ans et tu repousses pour 3 ans de plus, du coup. Ouais, mais ça sera plus tard, ça sera quand j'aurai arrêté le foot, donc j'aurai. Ça sera un peu plus tard, quoi. Et maintenant, j'aimerais qu'on passe un peu à la saison avec Guingamp, même si on sait que c'est pas la meilleure des saisons, on va dire. Ouais. Euh, Comment tu vis cette bataille pour le maintien? Parce que bah, t'as déjà été dans des situations comme ça, mais pas aussi pire, je pense. Ouais. En vrai, c'est la première année où vraiment je me dis c'est dur. C'est dur parce que t'es au mois de février et t'as que 3 points. Mm, Et tu vas arriver au mois de mars avec 3 points parce que le prochain match est dans 15 jours et ça t'amène au 1er mars, quoi. mm, Donc c'est une situation assez inédite. mm. J'ai vécu une descente avec Metz, ça s'est arrêté avec le Covid, mais je pense qu'on avait 1 point ou 3 points, enfin on n'avait pas beaucoup de points, mais c'était vraiment autre chose. Là, cette année, c'est dur parce que je suis pas venue pour ça à la base, parce que le groupe est très jeune, parce que Ouais, nous-mêmes, les cadres, on n'est pas au niveau. Aussi, il ouais, faut pas mettre tout sur le club, même s'ils nous ont pas aidés, ça c'est sûr, mais ça c'est un autre débat. mm, Et, ouais, et voilà. Et c'est dur parce que tu prends énormément de buts, que t'en marques pas. Pire mm, défense, pire attaque, si j'ai pas de bêtises. mm. Donc voilà, on en a encore pris 7 ce week-end face à Lyon, donc c'est dur. Et dans les vestiaires, enfin, comment le coach, il arrive un peu à remobiliser, ou enfin, c'est quoi les mots dans cette situation, quoi? Comment tu peux... Il essaye de trouver du positif dans des matchs où il y en a pas beaucoup, ou Ouais, très peu. ouais, Et je pense que pour lui, c'est très dur d'adopter le bon discours et d'essayer de garder tout le monde concentré quand tu vois que devant toi, parfois, ça gagne ou ça fait des matchs nuls, ce qui est le cas ce week-end. mm, Le Havre qui fait nul, Strasbourg qui fait nul face à des concurrents où tu pensais pas forcément qu'elle allait prendre 2 points. Mais le plus dur, je pense qu'au final, c'est pour le staff qui doit constamment nous remonter le moral. Et alors que t'as des matchs où ils pourraient nous enfoncer plus bas que terre parce qu'on fait des prestations catastrophiques. Et malgré tout, ils doivent trouver le positif. Et je pense que ça, pour eux, c'est le plus dur. Et toi, comment t'arrives à un peu, je sais pas, parce que tu sais, comme tu dis, t'as une équipe très jeune, c'est beaucoup de... qui découvrent la plupart la D1 ou qui montent de D2 et tout ça, et comment tu sais, t'arrives un peu à remotiver, à resserrer, je sais pas. Je sais pas. Bah, déjà, je lâche pas. Donc Ouais. ça, je pense, c'est la chose la plus importante. Si tu vois tes leaders, on est quelques-unes, Daoudi, Gelachi, même Marie-Morgane Sieber, la gardienne. Ouais. Si nous on lâche, bah forcément,
les autres vont prendre exemple sur nous, donc on lâche pas, on essaye malgré tout de garder le sourire parce que c'est hyper important, pas travailler dans une ambiance morose ou triste. Mm. Et puis voilà, leur dire que Guingamp, il y a une saison, avait eu pas beaucoup de points, mais cette fois-ci c'était à Noël, donc ça c'était un discours que j'avais tenu à Noël, ou même à Dijon, il y avait une saison, on avait très peu de points à la trêve, mais malgré tout, là on est comme au mois de mars et la situation devient un peu plus critique et plus dangereuse, quoi. Et justement, là, par rapport au fait que t'as joué quasiment tous les matchs depuis le début de la saison, comment tu juges tes performances? Tu l'as dit, c'est un peu mitigé, mais toi, comment tu t'auto-juges? Je pense que il y a quelques matchs, allez, je vais dire 2 ou 3, où vraiment j'ai vraiment pas été bonne du tout. Ok. Et j'ai pas aidé l'équipe, notamment dans des matchs où l'équipe a sombré, on a pris des scores 6-0, 7-0, 8-0. Je pense que ces matchs-là, je pense à Montpellier, Lyon à l'aller, PFC aussi, aller-retour, où je les ai pas aidés alors que je dois les aider, je suis en défense. Il y a certains matchs où je portais le brassard, donc la responsabilité est encore autre. Et voilà, après contre les concurrents directs, globalement, des prestations qui étaient correctes, mais je pense que je peux insuffler encore autre chose sur le terrain. J'aime bien avoir le ballon, mais je suis milieu, donc tout ce qui est agressivité, etc., je le mets un peu moins qu'une défenseur lambda. Donc sur ça, je dois beaucoup travailler. Donc voilà, des matchs où j'ai vraiment pas été bonne, des matchs où j'ai fait des matchs moyens. Et j'ai quelques bons matchs, mais pas assez pour... sinon, ça explique aussi notre classement actuel, quoi. Alors oui, il y a des prestations qui sont plus ou moins bonnes, mais il faut quand même souligner, c'est ce qu'on disait avec Mélanie Duro l'autre jour, que tu connais plutôt bien. Et on parlait du fait que, en fait, Guingamp, vous avez jamais été au complet, enfin, vous avez jamais eu un groupe au complet par rapport à des blessures, des cartons. Donc forcément aussi, on parlait un peu même de malchance. Parce qu'il y a franchement, il y a des prestations où c'est plutôt agréable à regarder, c'est plutôt... Enfin, franchement, c'est bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une part de malchance dans cette saison où, de toute façon, après, tu t'engraines dans ce cercle vicieux de défaites, donc le moral est pas forcément bon, et ça, on le sait, c'est dans tous les clubs pareil. Mais ouais, je pense qu'il y a aussi une grosse part de malchance, c'est ce qu'on disait. Au début de la saison, tu vois, je tenais ce discours parce que c'est vrai que on joue PFC PSG les premiers matchs, on fait pas le taf, mais c'est la vie, donc tu vois, c'est des deux gros, donc voilà. Et puis après, on enchaîne Nantes, on enchaîne Fleury, des équipes qui sont sur le papier à notre portée, et en fait, on prend 2 rouges. Donc déjà, on se saborde nous-mêmes. Après, on reçoit Strasbourg, on gagne, mais même, tu vois, je crois la stat, on a joué 4 ou 5 matchs avec des cartons rouges, avec des infériorités en première mi-temps. Oui, donc ça te montre le truc. Où j'ai 10 joueurs en tête à l'aller, où il y a 0-0 à la 70e. Franchement, on domine le match, elles ont quasiment pas d'occasion. Nous non plus, mais c'est pas dangereux de leur part, tu vois. Et en fait, on prend rouge, et derrière, on en prend 4 parce qu'on est complètement désorganisé. Et on a une mauvaise gestion des émotions aussi dans des moments clés, tu vois. Donc au début, je disais qu'on avait une part de malchance, mais ça se répète trop pour que ça soit de la malchance. Mais par contre, c'est vrai que l'engrenage des défaites, le cercle ultra vicieux, ça c'est vrai qu'on l'a, quoi. Et le problème, c'est qu'on défend pas très bien et surtout on ne marque pas, donc tu peux pas compenser, tu vois. Donc c'est compliqué. Ouais, d'un autre côté, tu vois, je me disais, c'est un peu ce que je voyais avec Bordeaux l'année dernière avant qu'elle descende. Et tu vois, c'était un groupe super jeune aussi, Bordeaux. Et je me disais, en fait, d'un côté, c'est embêtant pour le club, c'est embêtant pour les filles de descendre, mais d'un autre côté, tu sais, je me dis, c'est peut-être pas plus mal aussi parce que ça va permettre aux filles de prendre un peu en expérience en D2, de prendre le temps de remonter, mais au moins de se forger le mental de connaître la descente, de se battre pour remonter, de se battre pour le club. Et justement, tu sais, dans ce nuage noir, entre guillemets, tu essayes de trouver un peu le positif là où tu peux. Moi, c'est ce que je me disais pour Bordeaux, tu vois, ça m'embêtait de les voir descendre, mais en même temps, je me disais, bon, moi, les filles, elles vont soit partir, aller prendre de l'expérience ailleurs, soit elles vont rester en D2, bon, en l'occurrence, maintenant, c'est de la R1 avec tout ce qui s'est passé au club. Mais voilà, au moins elles prennent un peu d'expérience et comme ça, quand il faudra remonter, et je pense que ça peut s'appliquer un peu à tous les clubs aussi. Ouais, après, le problème, c'est que je l'ai vu à Metz quand c'est arrivé, et Bordeaux, même si elles étaient restées en D2, tu l'aurais vu aussi, c'est que souvent, quand tu descends, tout le monde part. Et pour le club, c'est horrible parce qu'il a misé sur toi, et c'est ce que je veux pas avec Guingamp. Ils ont misé sur nous, même s'ils ont pas tout bien fait, ils ont misé sur nous, ils nous ont recrutés. Nous, derrière, on répond pas forcément. Et la majorité pour pas dire quasiment toutes les filles, si c'est le cas, vont partir et vont laisser le club en D2, et le club va se retrouver dans la panade, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a un groupe très jeune, et j'espère que les filles rebondiront, et il faut qu'elles rebondissent, bien sûr. Mais malgré tout, c'est dur de faire descendre un club et de partir et de laisser le club en D2, quoi. Mais c'est le foot et c'est comme ça, mais c'est dur.
Exactement, exactement. Et justement, malgré cette situation difficile, est-ce que tu arrives à trouver un peu d'espoir ailleurs, enfin, pour en fait te donner un nouveau souffle, quoi, et pas te morfondre toutes les semaines, tous les week-ends après les défaites, et te dire, purée, j'ai perdu, tu t'engraines, quoi. Bah, j'ai des filles dans l'équipe avec lesquelles je m'entends vraiment bien, où on essaye de sortir un peu de la tête du foot. Et puis après, une des principales raisons pour lesquelles je suis venue à Guingamp, c'est que mes parents sont venus prendre leur retraite dans le Morbihan, donc dans le sud de la Bretagne. Donc pour la première fois depuis 10-12 ans, je me retrouve à côté d'eux. Et donc ils viennent beaucoup plus me voir. À Dijon, j'étais à 800 km d'eux, donc je les voyais 2 fois par an. Alors que là, dès que j'ai un coup de mou, même sur une journée, c'est à 1h30 de route, je peux bouger, je peux descendre. Ouais. Donc et puis je prends plus de recul et j'ai plus d'expérience et de maturité là-dessus, à pas me morfondre. Je me morfondais quand j'étais mes premières années à Metz ou à Dijon, mais là je prends beaucoup de recul, quoi. Et tu l'as dit toi-même dans une interview quand tu étais à Dijon, et j'ai eu la confirmation par Mélanie, comme quoi t'es une joueuse plutôt solaire et quand même assez drôle. Elle m'a raconté quelques anecdotes que je balancerai pas ici, mais Ouais. elle m'a quand même raconté quelques Ok. situations assez drôles. Et justement, grâce à ta positivité, grâce à ton humour et tout, comment t'arrives à aider les filles? Tu sais, est-ce que malgré ça, dans les vestiaires, tu fais quand même un peu le clown et t'arrives à... Toujours. Toujours. Ça, c'est quelque chose que je garde toujours. À part, bien sûr, tout de suite après la défaite ou après les grosses défaites, le lundi, j'ai pas encore le sourire, mais Ouais, j'essaye de switcher vite pour elle, mais aussi pour moi. Et c'est vrai que dans ma vie, peu importe ce qui se passe, même si dans le plan scolaire, parfois ça n'allait pas, je garde toujours le sourire parce que, un, c'est important pour moi de l'avoir, et deux, c'est super important pour moi de transmettre des bonnes énergies aux autres, parce que je me dis qu'il y en a qui vivent peut-être des choses pires que moi sans que je le sache. Et le fait que je leur donne des bonnes vibes, bah elles vont avoir le sourire ou ça va leur donner un peu d'énergie. Donc ça, pour le coup, petite anecdote, mais on a fait les Oscars avant Noël, tu vois. Et j'ai été élue la joueuse la plus drôle du vestiaire, donc ça m'a fait plaisir. Au moins t'es reconnue, au moins Voilà. Donc ça te montre qu'en vrai, même malgré les résultats, dans tous les clubs où je suis passée, j'ai toujours eu ce petit rôle de clown. Je suis sérieuse sur le terrain ou dans la salle de muscu, mais en vrai, je suis toujours là à chambrer, beaucoup d'autodérision aussi sur moi, donc non, tes infos sont bonnes. C'est bon, je dirais à Mélanie que... Je serais curieuse de savoir ce qu'elle t'a dit, mais ouais. Je te dirai en... Ok. Et justement, en parlant de l'évolution du football féminin, je regardais un podcast l'autre jour d'une joueuse en Angleterre, pour un plus petit club, hein. C'est un peu comme Guingamp, un peu comme Strasbourg, enfin les plus petits clubs que les Dauphins, enfin que les Requins là. Et elle disait que en fait nous, ou enfin les gens en général, on voit beaucoup que la WSL se développe à fond. Ouais. Mais par contre que dans les petits clubs, ça reste en fait, enfin il y a rien, quoi. Il n'y a pas de développement, ça suit pas. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'a fait beaucoup penser à la situation de la France, où on voit le PSG et Lyon qui se développent grâce à des investisseurs, le Paris FC aussi. Mais au final, on a des petits clubs comme Guingamp, comme Nantes, comme encore Nantes, ça se développe un peu plus, comme Strasbourg, comme je sais pas, Saint-Étienne, tout ça. Et en fait, je me dis, c'est fou quand même de se dire que on voit un championnat qui se développe, on voit toutes les bienfaits qui sont faits, mais en même temps, on se rend pas compte de ce que vivent les petits clubs d'ailleurs qui sont délaissés, qui n'ont pas de communication, qui n'ont pas de médiatisation, qui ont peu de monde qui s'intéresse au club. Et justement, ça fait écho à Guingamp. Toi, tu le ressens vraiment, cette différence entre... Ouais. Ouais. Et là, cette année, en termes d'affluence, en termes de com, en termes de médiatisation, de mise en avant, de respect aussi du club, j'avais jamais vécu ça, tu vois. Ah ouais? Ouais. Là, cette année, je pourrais pas donner d'exemple parce que je peux pas, tu vois. Ouais. Mais en vrai, j'avais jamais vécu ça, et en fait, tu te rends compte que c'est la dernière roue du carrosse du club et que tu peux passer derrière des U12, quoi, tu vois, par exemple. Et c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte parce qu'on est moins médiatisé, moins mis en avant que les gros clubs. Mais que ça soit des conditions de déplacement jusqu'aux infrastructures. Je te parle même pas de salaire, parce que là, je te parle de choses vraiment primaires, tu vois. Genre, enfin, pas primaire, parce que le salaire, c'est primaire, mais je te parle de choses qui font on peut faire notre métier dans des bonnes conditions. Et les échos que j'ai dans les autres clubs, c'est que souvent, on est comme les autres, quoi. Enfin, les petits clubs, on est toutes et tous pareils. Oh, vous êtes tous dans le même bateau, quoi. Ouais, tout à fait. C'est dommage parce que je pense que, tu vois, c'est ce qu'on voit là, quand l'Angleterre met quand même en avant des petits clubs, et en fait tu découvres
des jeunes joueuses où tu découvres des joueuses qui, au final, pour Crystal Palace, ça se trouve, Ouais. t'en as une qui joue pour l'équipe nationale de, je sais pas, de quel pays, tu vois, mais tu dis, en fait, c'est quand même quelqu'un, tu vois. C'est que chez elle, ça se trouve, elle est idolâtrée par des centaines de personnes, enfin, par des milliers de personnes, parce qu'elle Mm, défend, mm. elle a joué à la Coupe du Monde, alors qu'en fait, elle joue à Crystal Palace, un petit club. Et je trouve ça tellement bien, tu sais, de mettre en avant ces petites joueuses, entre guillemets. Ouais. En France, on pourrait tellement faire la même chose, tu vois. Moi, je trouve ça important de mettre en avant des joueuses comme toi, qui sont peut-être un peu moins Ouais. connues que des joueuses de l'Olympique Lyonnais, mais qui sont tout aussi importantes. Et ça permet d'avoir le contraste entre un club qui vit super bien, un club qui a tous les moyens, qui est génial, mais aussi les clubs qui galèrent un peu plus, et d'avoir différents points de vue, quoi. Je trouve que c'est tout Et aussi tu simple. vois, je vais même aller plus loin parce que, comme tu l'as dit, il y a des stories. Enfin, en Angleterre, ils racontent ce qu'ils appellent des stories. C'est-à-dire Ouais, qu'ils font vraiment des focus sur des joueuses. Et je prends une équipe comme Guingamp. Enfin, nous, on a des profils incroyables. Tu ouais, parlais de joueuses qui sont idolâtrées dans notre pays. Nous, on a Sabrita Samba, ouais. donc notre attaquante, qui est népalaise. Là, tu vois, c'est la trêve, elle est repartie au Népal. Donc, il faut s'imaginer repartir au Népal. Elle met 3 jours pour aller chez elle. Ouais. Et elle rentre chez elle sur un dos, sur un dos d'âne, sans jeu de mots, c'est vraiment le cas, tu vois. Ouais. C'est vraiment et dans son pays, c'est la meilleure buteuse hommes et femmes confondus. Je crois que c'est l'une des meilleures buteuses d'Indonésie. Enfin, Mm. elle, dans son pays, nous on la voit, déjà le nombre d'abonnés sur Instagram, il explose. Et Ouais. même, je mets une photo avec elle, j'ai tous les Népalais qui arrivent à mettre sur Instagram. Et, et au-delà de ça, quand elle va dans son pays, à l'aéroport, les gens s'arrêtent pour prendre des photos, alors que, Mm. enfin, c'est vraiment. Et on a des filles qui ont un double projet, et par exemple, qui travaillent. Je pense à Mm. ma capitaine Alison Penningel, qui est quand Mm. même pompier volontaire. Donc, avant ses entraînements, elle se fait des gardes de pompiers. Tu vois, ça, c'est des histoires à suivre. C'est Ouais. des histoires à mettre en avant. Là, je te parle même Mm. pas d'un simple double projet scolaire. Là, ça va au-delà, tu vois. Et Ouais, ouais. c'est ça que, en France, on fait mal. Et les histoires comme ça, il y en a dans tous les clubs. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est vraiment dommage de pas les mettre en avant, quoi. Mm. Et selon toi, justement, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour que le football féminin français évolue un peu, que bah on ait un peu, enfin, qu'il y ait une fanbase plus importante pour tel ou tel club, justement, ça passe par le storytelling. Ouais, bien sûr. Et puis, je pense, c'est pas qu'à la Fédé, je pense que c'est aussi au club de mettre en place des choses. Mais quand tu vois que la com en France chez les gars est à 10%, alors en Angleterre, chez les gars, elle est à 100%, Ouais. déjà, t'as une immense différence. Alors, je te parle même pas des filles Mm. c'est de la folie d'avoir quelqu'un à la com qui nous est même pas dédié, tu vois. Les gens ne se rendent réellement pas compte dans les conditions dans lesquelles on est, quoi. Ouais. Et justement, pour toi, quel impact ça aurait les médias, le fait de bah, ouais, que les médias vous mettent en avant, tu sais, d'intervenir dans des podcasts comme ça, je sais pas, d'intervenir dans différents journaux pour essayer d'être mis en avant. Pour toi, quel impact ça aurait? Ben, déjà, je pense que d'un point de vue local, même de nous faire rencontrer des gens dans la ville, des sponsors, des Mm. enfants, les hôpitaux, il y a plein de choses, les maisons de retraite. Ouais. On le faisait énormément à Dijon. Et ici, on le fait pas trop, alors que les Guingampais, enfin les Bretons sont assez chauvins, donc Ouais. c'est des choses déjà d'un point de vue local à mettre en place. Et puis même d'un point de vue sur les réseaux sociaux, raconter Mm. des histoires, faire des insides, suivre Mm. les joueuses, l'équipe, bah, Ouais. les gens s'identifient un peu plus. Et ça, c'est ce qui manque réellement, quoi. Et tu penses quand même que le féminin arrivera à avancer step by step, enfin qu'on y arrivera? Ça fait 7 ans que je réponds à cette question et c'est triste, mais j'ai pas envie de te ruiner, enfin, te Mm. baisser, enfin, de ruiner ton moral, mais pour l'instant, en tout cas, c'est mal parti. Et, et tu vois, pour l'instant, et pour autant, la Fédé met des choses en place, mais ça va Mm. prendre du temps. Et malgré tout, je pense qu'on n'arrivera jamais au niveau de l'Angleterre, par exemple, qui est la référence chez nous. Ouais, En bien sûr. Angleterre, c'est que des immenses clubs qui ont une base de fans extrêmement grande chez les gars Ouais. et qui se répercute chez les filles, même si le public n'est pas le même, Mm. n'est pas concomitant. Ouais. Mais malgré tout, on n'aura jamais le public anglais, mais on peut se rapprocher des influences qu'il peut y avoir parfois en Italie ou en Mm. Espagne, et c'est pas le cas, tu vois. Hormis 1 ou 2 matchs dans l'année, Ouais. Et encore. enfin, c'est quand je vois que le Nantes se félicite de faire 19 000 ou 17 000, et c'est énorme, bien sûr que c'est énorme et que t'as Ouais. envie de jouer, mais c'est ce que fait Arsenal tous les week-ends, tu vois, et encore. Ouais. C'est Donc ça. c'est là que tu vois la nuance. Mais par contre, pour la France, bien sûr, que Nantes, un petit club, fasse 17 ou 19 000 personnes, bon, même s'ils avaient Nathalie Kiroui à la com, ça aide, mais le travail est fou, quoi. Et la Ouais. différence est folle entre les deux pays. Mm. C'est clair. Et si tu pouvais donner un message aux jeunes filles qui souhaitent se lancer dans le football, qui souhaitent
ouais, évoluer, mais qui ont beaucoup de préjugés ou qui ont beaucoup de monde qui leur disent bah non, c'est pas un sport de filles, tu leur dirais quoi? Je leur dirais de foncer, de prendre du plaisir, de faire ce qu'elles veulent, de pas écouter les gens qui estiment que le football c'est un sport de garçon. C'est des choses que l'on m'a dites, et pas que mes parents quand j'étais petite. Et Ouais. faire abstraction de ça et faire ce qu'elles veulent. Si elles veulent faire de la danse, c'est de la danse. Si du foot, c'est du foot. Mm. Donc voilà, d'être libre, d'être relâchée, de suivre ce dont elles ont envie et voilà. Et dernière petite question, la question un peu habituelle de fin de podcast. Qui tu penses quand on parle de podcast de football féminin que je devrais inviter? Quelle est la joueuse ou la personne qui devrait y passer? Une chose intéressante, etc. Ouais, n'importe. Tu parles anglais ou pas? Ouais, mais attends, faire 45 minutes en anglais, je pense que à un moment donné, je vais arriver à épuisement. Je dirais Sonia Houchen, je pense que ça peut être intéressant. De Montpellier. Ouais, Mm. je pense que ça Ouais, peut je être pense qu'elle intéressant. peut être vachement cool. Elle a un bon vécu, elle est partie un peu aux États-Unis, elle a connu le championnat espagnol, le championnat français. Là, elle était à l'INSEP avec moi et tout, donc elle était en équipe de France, elle est toujours en U23, elle est capitaine de Montpellier alors qu'elle a 25 ans. Ouais, 25, Ok. 24 ans, 25 ans. Donc, non, je pense que ça peut être hyper intéressant pour toi. Ok, Je peux te bah faire écoute, une passe D si tu veux. Je la connais c'est bien. noté, je te remercie. En tout cas, Hélène, merci d'avoir été dans ce podcast, d'avoir parlé avec moi, d'avoir pu échanger sur ta situation, qui tu es, et en espérant que ça puisse montrer un peu plus à plus de monde qui tu es et de te suivre, et surtout de te donner de la force dans ton projet futur, si jamais tu restes à Guingamp ou que tu pars évoluer ailleurs. Okay. Bah, merci à toi pour l'invitation. Et puis, je te suis depuis plusieurs mois parce que je t'avais écrit au mois d'août quand tu avais fait une belle prise de parole. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait ce podcast avec toi. Je te remercie. On arrive déjà à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à liker, partager, commenter et vous abonner à la page YouTube de FF Carla. Et je vous dis à dans 2 semaines pour retrouver une joueuse, mais cette fois du côté de la Suisse.